deux spéléologues enfreignent la règle d'or de la plongée, l'un d'eux subit des conséquences catastrophiques dans une lutte acharnée pour sa survie. Voici l'analyse fatale de la tragédie d'Agin-Afuit. Les vrais spéléologues sont d'une autre trempe. Ces aventuriers cherchent à faire une découverte unique dans leur vie en trouvant des passages ou des grottes jamais vues auparavant. Le désir d'être le premier suffit à les pousser dans des situations que la plupart d'entre nous ne peuvent pas comprendre. Martin Farr et Roger Solari étaient exactement ce type de spéléologues. Ils exploraient le proxy les plus grands systèmes de grottes du Royaume-Uni, espérant étendre les passages connus au-delà des zones cartographiées. Martin et Roger étaient très expérimentés pour leur âge. À seulement 23 et 26 ans, ils pratiquaient même la spéléologie sèche depuis près d'une décennie, mais n'avaient en commencé la plongée souterraine que depuis 3 ans. En 1974, Martin et Roger allaient faire équipe pour étendre la cartographie du système de grottes Agin-Afuit dans le sud du pays de Galles. John Parker, explorateur majeur bien connu, avait récemment quitté l'exploration suite à la découverte d'un 3e siphon dans l'un de ses plus longs passages. Un siphon est un tunnel dans une grotte sèche qui descend en altitude et est rempli d'eau. Pour les siphons courts, les spéléologues peuvent retenir leur souffle et essayer de nager à travers. Les siphons plus longs requièrent un équipement de plongée complet pour être traversés. Les complexités et dangers de la spéléologie sont décuplés lorsque la plongée souterraine s'y ajoute. Martin et Roger prévoyaient d'aller au-delà des 2 siphons qui avaient déjà été découverts et d'explorer le nouveau 3e siphon. Pendant l'expédition de mai, Martin est parti seul car Roger s'était blessé au genou. Un voyage en solo comporte toujours plus de dangers, car il n'y a personne pour aider ou appeler à l'aide si vous avez des ennuis. Malgré les risques, Martin était résolu à traverser le 3e siphon pour découvrir ce qui se trouvait au-delà. Atteindre le 3e siphon était déjà un exploit en soi. La traversée de la grotte à travers un dédale de tunnels, d'éboulis et de passages étroits dure des heures. Il faut parcourir près d'1 mile dans la grotte pour atteindre les 3 siphons. Un spéléologue doit emporter du matériel de plongée, dont 2 bouteilles d'air par personne. Chaque bouteille doit traverser les passages étroits et les éboulis du chemin principal. Un éboulis, c'est une zone du tunnel bloquée par de gros rochers immobiles suite à des chutes de pierre. Les plus petits morceaux ont été enlevés, laissant un passage en grande partie bloqué. Les spéléologues devraient pousser leur équipement à travers le trou, puis se faufiler pour passer. Cette randonnée épuisante épuiserait la plupart des gens, mais pas Martin Farr. Il était électrisé par l'excitation de ce qui pourrait se trouver au-delà du siphon. Lorsqu'il est arrivé au 1er siphon, il avait déjà parcouru plus de 100 mètres de passages difficiles, de rampements bas et de passages étroits dans la galerie sud du ruisseau. Passer à travers les 2 premiers siphons serait relativement facile pour Martin, puisqu'il s'agissait de plonger d'environ 250 pieds et 85 pieds de long. Nager dans des tunnels sous-marins étroits et remonter dans de petites vasques menant à d'autres passages inconnus reste un vrai défi, quelle que soit la distance. Le 3e siphon était beaucoup plus long et n'avait jamais été entièrement traversé. Martin espérait que son air suffirait pour atteindre la fin, ignorant ce qui se trouvait au-delà. Il a nagé 850 pieds dans le siphon, 3 avant d'atteindre la prochaine poche d'air. C'était plus de 3 fois la longueur du 1er siphon, mais il était ravi de découvrir ce qui l'attendait ensuite. Martin a laissé son équipement de plongée sur la berge du siphon, puis a suivi le chemin sinueux. Ce chemin sinueux s'étendait sur 550 mètres, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Martin fut stupéfait de voir un autre siphon en tournant au prochain virage. Il savait qu'il ne pourrait pas se baigner pendant cette visite. Son réservoir d'air resté au siphon 3 ne lui permettrait que de refaire les 3 plongées nécessaires pour sortir de ce tunnel. Il était à 1 mile de la sortie et devrait passer les 4 ou 5 prochaines heures à refaire tout le trajet pour en sortir. De retour à la surface, il contacta Roger pour planifier la prochaine visite. Chacun devrait apporter une bouteille d'air supplémentaire pour explorer le 4e siphon de ces grottes. Roger et Martin étaient tous deux excités à l'idée de ce qui pouvait se trouver de l'autre côté. Il faut un esprit de spéléologue unique pour voir cela comme une aventure palpitante. Le plan était de parcourir plus d'1 mile, plongeant dans 4 tunnels étroits et inondés pour atteindre une grotte ou une poche d'air inexplorée de l'autre côté. La plupart des gens seraient effrayés par la sensation d'enfermement après de nombreux passages étroits et de longues plongées. Vous enfonçant de plus en plus dans la grotte. Le 15 juin 1974, Roger et Martin ont emprunté le chemin que Martin avait visité quelques semaines auparavant.
Avant d'entrer dans le siphon numéro 3, ils avaient changé pour une nouvelle bouteille d'air, laissant celle partiellement utilisée pour le retour. Ils avaient apporté 3 bouteilles chacun dans la grotte sombre et commencèrent à plonger dans le siphon numéro 3 avec 2 bouteilles pleines chacun. Ils étaient tous deux excités en sortant du siphon numéro 3. Le nouveau passage était une première pour Roger, et les hommes ressentaient pour l'énergie de l'exploration pendant la marche de 1800 pieds. Ils progressaient lentement et soigneusement pour préserver leur équipement de plongée vitale. Alors qu'ils s'approchaient du bassin siphon et posaient leur équipement, une soudaine angoisse déprimante s'abattit sur eux deux. L'ambiance électrique d'il y a peu avait fait place à un silence sombre. Ils étaient encore impatients de commencer la plongée, mais ce changement d'ambiance était palpable pour eux. Ils étaient si loin de la liberté, les murs semblaient en se refermer sur eux, et l'air devenait épais et suffocant. Chacun avait une bouteille pleine pour la plongée du siphon 4 et le reste de celle utilisée dans le siphon 3, mais cela ne les rassurait le guère. Une vanne ou un tuyau défectueux pouvait les piéger dans cette pièce. Malgré ce poids inquiétant, les hommes rassemblèrent leur équipement et glissèrent sous la surface de l'eau. Roger avait une bobine de 120 mètres de corde à dérouler. Martin apporta une autre bobine avec 300 mètres de corde en plus. Ils plongeaient un séant ensemble en équipe, mais chacun de manière indépendante. Chacun serait responsable de sa propre sécurité, incluant la décision de faire demi-tour. Les bouteilles de Roger étant un peu plus petites que celles de Martin, il devrait faire demi-tour avant lui. Roger et Martin avaient eux des flottabilités différentes. Roger flottait positivement vers la surface, tandis que Martin coulait négativement vers le fond. Ils progressaient dans le nouveau siphon, se contorsionnant pour passer les passages les plus étroits. Ils se retrouvèrent à aller de plus en plus profondément à mesure que la ligne était posée. Ce n'était certainement pas le moment de paniquer. Le moulinet de Roger a manqué de fil à 120 mètres. À ce moment-là, Martin a attaché sa ligne et a pu voir que Roger souffrait à nouveau de problèmes de sinus. Roger avait déjà vécu cette situation à maintes reprises, mais il refusait de laisser la douleur entraver cette découverte cruciale. Il a poursuivi et suivi Martin qui déroulait encore 30 mètres de ligne. Pendant cette partie de la plongée, Martin enfreignait consciemment la règle d'or de la plongée. La règle des tiers sert de seuil de sécurité pour déterminer le moment de faire demi-tour en plongée. Lors d'une plongée, utilisez un tiers de votre air pour l'aller, un tiers pour le retour et gardez un tiers en réserve pour les urgences. Il avait déjà utilisé un tiers de son air et aurait dû faire demi-tour quand Roger n'avait plus d'air. Ayant moins d'air, Roger a supposé qu'il avait atteint son tiers et remontait déjà à la surface du siphon 4. Mais la curiosité de Martin avait pris le dessus. Dans un geste risqué, il a continué jusqu'à atteindre un mur de gravier et de roches. C'était une preuve évidente qu'il approchait de la fin du siphon, avec une poche d'air au-dessus. Il comptait longer le mur vers le haut, se reposer dans la poche d'air, puis faire demi-tour. Il avait consommé plus de la moitié de sa réserve d'air, le mettant en danger. S'il lui avait fallu plus de la moitié de sa réserve pour arriver jusque-là, il lui en faudrait presque autant pour revenir. Il remonta rapidement le long de la paroi jusqu'à ce que son profondimètre indique 1 mètre de la surface. Ses espoirs s'évanouirent aussitôt. Seul un plafond rocheux le surplombait. Il savait à ce moment-là qu'il devrait faire demi-tour, mais le passage partait sur la droite, et il espérait qu'il pourrait y avoir de l'air juste après cette avancée rocheuse. Il se traîna sur une dizaine de mètres supplémentaires avant de réaliser que c'était une impasse. Il n'y avait pas de poche d'air. Il fit demi-tour et, à la jonction, il aperçut Roger près du sommet du passage, l'air plutôt choqué. Martin indiqua rapidement par signe qu'il devait sortir sur le champ. L'expression angoissée de Roger révélait sa prise de conscience qu'il manquerait peut-être d'air pour parcourir les 150 mètres jusqu'à la surface. Il cherchait sûrement la même poche d'air que Martin espérait trouver. Ils furent surpris de constater que le siphon ne débouchait ni sur une nouvelle grotte ni sur une poche d'air. Martin descendit rapidement au fond du passage et suivit la ligne vers la sortie. Il n'avait parcouru qu'environ 130 pieds vers la sortie lorsque sa bouteille se vida. Il essaya de passer calmement sur sa bouteille de réserve, mais un calcul rapide montra qu'il aurait à peine assez pour parcourir les 300 prochains pieds dans ce siphon, ainsi que les 850 pieds du troisième siphon. Il avait une bouteille partiellement pleine entre le deuxième et le troisième siphon, s'il pouvait l'atteindre. Il émergea dans la vasque du quatrième siphon, soulagé de trouver une pièce pleine d'air.
Il vérifia son manomètre et constata que l'air serait à peine suffisant pour traverser le prochain siphon. C'était une prise de conscience effrayante de voir à quel point il frôlait l'urgence. Mais ce n'était toujours pas fini. Pendant que Roger remontait, Martin sortit de l'eau et s'assit sur la berge pour se calmer. Martin savait que Roger avait encore moins d'air que lui. S'il ne remontait pas très vite à la surface, ce serait une catastrophe. 10 minutes passèrent, puis 20. Il se rendait compte que si Roger parvenait à sortir du siphon 4, il n'aurait pas assez d'air pour traverser le siphon 3. Les minutes s'écoulèrent, la surface de l'eau restant parfaitement immobile, sans la moindre ride ni bulle. Au bout d'une heure, Martin était certain que Roger n'aurait plus d'air, et il ne semblait pas y avoir de poche d'air dans le siphon. Martin entra dans l'eau et tendit la corde de guidage. Il tira encore et encore, puis ce fut clair. La corde n'était plus attachée. Martin rembobina la ligne jusqu'à atteindre l'extrémité où elle avait été nettement coupée. C'était à la marque des 430 pieds sur la ligne, indiquant que Roger revenait du repère des 500 pieds où il l'avait vu en dernier. C'est probablement à ce moment-là que Roger devait changer de bouteille. Il est remonté à la surface et a dû passer son bras à travers la ligne pour ne pas la perdre. Changer de bouteille en 1974 n'était pas simple. L'équipement était mal conçu, rendant difficile de localiser et d'échanger le robinet sans retirer les bouteilles et se contorsionner pour trouver la bonne pièce. Quand une bouteille était presque vide, le plongeur devait aspirer l'air dans un effort de respiration stressant et inconfortable. Ces circonstances auraient pu facilement conduire Roger à s'emmêler dans la ligne. Il aurait dû couper rapidement la ligne directrice pour se déplacer. Dans sa lutte désespérée pour trouver de l'air sans ligne directrice, il aurait pu facilement se perdre dans des passages remplis de vases. On ne sait pas exactement ce qui l'a amené à manquer d'air dans ce tunnel. Il est certain qu'il aurait été stressé et qu'il aurait lutté pour trouver la moindre poche d'air afin de respirer. La réalité dévastatrice, c'est qu'il ne l'a pas trouvée. Martin a dû garder son calme pour sortir en sécurité des 3 plongées et de la longue marche jusqu'à la surface. Il lui faudrait des heures pour alerter du sort de Roger et rassembler une équipe afin de localiser son corps. La réalité dévastatrice, c'est que s'ils avaient respecté la règle des tiers, Roger serait encore en vie. Si Roger s'était emmêlé ou s'était trompé de chemin alors qu'il lui restait la moitié de son réservoir d'air, il aurait pu avoir l'occasion de se réorienter et de sortir sain et sauf. Si Martin avait gardé une réserve d'air, il aurait pu faire demi-tour pour chercher Roger lorsqu'il ne l'a pas vu dans le passage. Après cette plongée, Martin Farr a déclaré qu'il n'a plus jamais enfreint la règle du tiers. Il a ensuite poursuivi une carrière de plongée remarquable au cours des décennies suivantes. Malgré des semaines et des années de recherche après l'accident, Roger est resté introuvable dans le siphon numéro 4. Martin a effectué une recherche approfondie du siphon en 1981, de haut en bas sur près de 700 pieds. Il n'a trouvé aucune preuve de la présence de Roger. Cette zone demeurait extrêmement ardue à explorer. Tout l'équipement et l'air devaient sans être transportés à plus d'1 mile au fond des tunnels. Il faudrait des années avant qu'une autre équipe n'explore à nouveau ce siphon. Avec le corps de Roger quelque part dans le tunnel, les nouveaux spéléologues expérimentent finir d'élargir ce qui se trouvait après le siphon 4. Ian Rowland et Julian Walker ont dépassé la limite atteinte par Martin à l'automne 1986. Là, à 220 mètres dans le siphon, ils ont trouvé le corps de Roger Solari 12 ans après sa disparition. Le corps de Roger serait presque impossible à retirer de ce siphon difficile d'accès. Le corps restera sur place en raison du risque extrême lié à toute tentative de récupération. L'année suivante, Ian Walker a fait un autre périple difficile à travers le siphon 4, trouvant son vrai terminus en 1987. Il a dû parcourir 875 pieds à travers des passages étroits sous l'eau, passant devant le corps de Roger en chemin pour atteindre la fin du siphon. Il a finalement trouvé la poche d'air insaisissable que tout le monde recherchait. Cette grotte est l'arrêt final de ce chemin. Il n'y avait aucune connexion avec un autre tunnel ou système de grotte. Cette grotte terminale a été justement nommée la chambre contre toute attente. L'accès à ces grottes est verrouillé et réservé aux spéléologues expérimentés munis d'une autorisation. Une plaque a été placée près de l'entrée du siphon 1 en l'honneur de la vie de Roger Solari.